Salut, c'est Isabelle Rogol, bienvenue sur l'AVF. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Amérique, de comment on vote en Amérique. Vraiment la logistique et le pratique, parce que je crois que plus que nulle part ailleurs, à ma connaissance en tout cas, la logistique du vote aux États-Unis a un impact réel, profond, sur les résultats du vote. Donc je vais vous parler de logistique, quel jour on vote, comment on vote, pour qui on vote, avec quelles restrictions, pièces d'identité, etc. Je vais vous parler du dépouillement et de ce à quoi on peut s'attendre sur cette élection très particulière du 3 novembre 2020. Et c'est un sujet que je vais traiter en deux parties. Donc dans le prochain épisode, je vous parlerai également de la carte électorale, de gerrymandering, de qui a le droit de voter et de pourquoi les institutions ne représentent pas toujours l'opinion des électeurs. On vote le mardi, traditionnellement en Amérique. La plus grosse élection fédérale, elle est statutairement le mardi après le premier lundi de novembre. C'est aussi compliqué qu'un texte de loi à ses lettres, c'est-à-dire en gros, c'est le premier mardi de novembre, sauf si le mois commence un mardi, auquel cas, ça sera le mardi suivant. On vote pour beaucoup de choses à la fois. C'est pas comme en France où vous avez des élections qui se suivent. Il faut dire qu'aux États-Unis, on vote beaucoup, on vote pour beaucoup de choses. Donc s'il fallait faire un jour d'élection pour chacun des mandats que l'on élit, on n'en finirait pas d'aller voter. Donc pour les élections fédérales en tout cas, tout est rassemblé ce mardi de novembre. Et souvent, chaque État et voire chaque municipalité choisit de mettre ses propres élections en même temps pour économiser des frais à organiser un scrutin. Par exemple, si je votais le 3 novembre dans la ville de Columbia, au Missouri, où j'ai fait mes études, je voterais pour, tenez-vous, en plus de la présidentielle, le gouverneur de l'État, le lieutenant-gouverneur, qui est son adjoint, en gros le ministre de la Justice du Missouri, le secrétaire d'État du Missouri, le trésorier ou ministre du budget du Missouri, mon représentant à la Chambre fédérale, un juge à la Cour suprême, un juge à la Cour d'appel du Missouri occidental, un sénateur au Sénat du Missouri, donc le Sénat de l'État, pas à Washington DC, un député à l'Assemblée également du Missouri, et puis 2 référendums locaux au Missouri pour amender la constitution de l'État, un pour imposer 2 mandats maximum aux exécutifs, au gouvernement du Missouri, et un pour changer le processus pour redessiner la carte électorale. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses à mettre sur un bulletin de vote. Donc on ne met pas un papier avec un nom dans une enveloppe qu'on connaît chez nous, ce sont souvent des bulletins avec donc tous ces scrutins à la suite. Et il faut noircir la case à côté du nom de la personne pour laquelle on souhaite voter. Ça porte un petit peu plus aux erreurs, mais bon, globalement ça marche. De plus en plus, Election Day, donc ce jour de novembre, marque la fin d'une période de vote plutôt que le jour du scrutin. Il y a déjà plus de 3 millions d'Américains qui se sont exprimés dans l'élection de novembre, qui ont déjà envoyé leur bulletin de vote. C'est à peu près 2% des électeurs, alors qu'on est à un mois du jour officiel des élections. Le vote à distance a toujours existé, beaucoup plus que chez nous, soit par choix pratique de gens qui ne souhaitent pas se déplacer dans les bureaux de vote, soit par impossibilité simplement de se déplacer. Chaque État ayant ses règles sur qui est éligible au vote par correspondance. C'est plus ou moins facile suivant les États. Il est évidemment encore plus populaire aujourd'hui puisque les gens s'inquiètent de se retrouver dans les foules, dans les bureaux de vote. Et puis aussi parce qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes sur la régularité de ce vote, étant donné certaines déclarations de Donald Trump. Et donc il y a beaucoup de gens qui souhaitent s'exprimer tôt et être sûrs que leur vote sera pris en compte. La logistique de ce vote par correspondance est assez compliquée. Alors une fois de plus, ça dépend de chaque État. Dans certains États, tout le monde reçoit par défaut les bulletins à domicile et peut choisir de voter par correspondance. Ailleurs, il faut demander son bulletin à distance
parfois même demander à recevoir le formulaire pour demander son bulletin à distance. Donc il y a beaucoup d'allers-retours par la poste qui peuvent prendre un certain temps. Donc ça fait quelques semaines que dans les médias américains, on dit beaucoup surtout ne tardez pas et faites-le maintenant. Et d'où les inquiétudes face aux difficultés budgétaires du service postal. Il y a sans doute eu beaucoup de fantasmes sur l'idée qu'on allait contrôler le vote en détournant le courrier ou en supprimant des boîtes aux lettres, etc. Mais surtout, le problème, c'est un manque de capacité du service postal qui n'était pas sûr de pouvoir gérer la masse de courriers que cela impliquait, étant donné des difficultés financières. Enfin là, c'est un tout autre sujet. Voilà, donc ce vote par correspondance a toujours existé, existe de plus en plus. Il y a aussi même certains États qui ouvrent leur bureau de vote à l'avance. Et on a déjà vu des files d'attente par certains endroits pour aller voter en personne. Voilà. Et ce vote par correspondance est très important pour 2 raisons dans cette élection en 2020. La première, c'est que l'élection a donc déjà commencé. 2% des bulletins sont déjà dans les urnes. On ne peut donc pas changer les candidats. Donald Trump a été diagnostiqué donc positif au Covid récemment. On sait qu'il est âgé, on sait qu'il est obèse, on sait qu'il n'est pas en très bonne santé. Donc il y a un risque significatif pour la santé et même la survie de Donald Trump. Si Donald Trump succombait au Covid et que vraisemblablement Mike Pence, son vice-président, reprenait le flambeau au dernier moment, est-ce que les bulletins qui sont dans les urnes pour Donald Trump compteraient pour Mike Pence ? Aujourd'hui, les juristes américains ne le savent pas. C'est quelque chose, une situation qui ne s'est jamais présentée. Personne ne souhaite évidemment le décès de Donald Trump, mais enfin, c'est le rôle des juristes et des journalistes de se poser la question. Ça n'est arrivé qu'une fois qu'il y ait le décès d'un candidat en période électorale aux États-Unis. Ça remonte au 19e siècle. C'était Ulysse Grant contre Horace Greeley. Horace Greeley est mort, mais il est mort après le vote populaire, avant le vote du collège électoral. Donc il est mort au mois de novembre. Mais finalement, il était candidat malheureux, donc ça a été un peu compliqué pour savoir à qui allaient ces votes du collège électoral, mais ça n'a pas eu de conséquences sur le résultat, sur qui allait à la Maison-Blanche. Voilà. Donc là, la question se poserait éventuellement. La deuxième raison pour laquelle le vote par correspondance a une vraie importance en 2020, c'est au niveau des résultats. Chaque État compte ses votes par correspondance différemment. Certains ouvrent les enveloppes et comptabilisent les votes par correspondance, sans les dévoiler évidemment, plusieurs semaines avant l'élection, au fur et à mesure qu'ils reçoivent donc ces bulletins. Donc les résultats, au soir du 3 novembre, seront disponibles. D'autres États, et notamment des États où la bataille va être très rude, ces fameux swing states comme le Michigan ou la Pennsylvanie, là, on n'a pas le droit de toucher à ces bulletins par correspondance avant que les bureaux de vote soient fermés, avant le 3 novembre. Donc là, le décompte se fera après. Et ce décompte va être très long. Et donc de plus en plus, on essaye d'habituer les Américains à l'idée qu'ils n'auront pas les résultats le soir de l'élection. Et que le jour de l'élection sera la semaine de l'élection. Et qu'il faudra sans doute attendre longtemps avant d'avoir le nom du prochain président. Et d'autant plus s'il y a contestation au niveau des tribunaux. Et pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir contestation au niveau des tribunaux ? Il faut savoir que parmi ces bulletins par correspondance, c'est à peu près 2 tiers, 1 tiers en faveur des démocrates. Les démocrates votent plus par correspondance. Pourquoi ? D'abord, ils prennent le coronavirus généralement plus au sérieux, notamment que les soutiens de Donald Trump. Donc, ils auront plus tendance à vouloir éviter de se présenter dans les bureaux de vote. Ensuite, il y a généralement plus de démocrates parmi les gens qui déjà depuis toujours votent par correspondance, les expatriés, les étudiants à l'université qui seront loin de leur bureau de vote habituel, etc.
Et on le sait, on a pu le constater qu'il y a beaucoup plus de démocrates que de républicains parmi ces votes par correspondance, parce que parmi ceux qui ont déjà été comptés, quand on émarge les listes électorales, on sait si c'est un électeur républicain ou démocrate, puisque quand on s'inscrit sur la liste électorale aux États-Unis, on indique sa préférence de parti. Le vote est toujours secret, vous pouvez voter pour qui vous voulez, mais on indique une préférence pour avoir le droit de voter dans les primaires. Donc on s'enregistre en tant que républicain ou que démocrate, ou alors on s'enregistre en tant qu'indépendant, mais à ce moment-là, on n'a pas le droit de voter dans les primaires. Donc au moment du dépouillement, quand on va commencer par les bulletins des électeurs qui ont voté en personne, il y aura plus de votes républicains que dans la population en général. Cet équilibre sera ensuite rétabli quand on comptera les votes par correspondance. Le risque, c'est qu'au début de la soirée et pendant la nuit, du 3 au 4 novembre, on voit une carte très rouge, avec beaucoup de victoires républicaines, ou de tendance à la victoire républicaine. Et l'inquiétude, notamment de la gauche américaine, c'est que les candidats républicains se déclarent vainqueurs au vu de ces premiers résultats, qu'il y ait une pression sur les candidats démocrates pour concéder la victoire, alors qu'en fait, les résultats auront l'air bien différents si on attend un jour ou deux. Et d'ailleurs, quand Donald Trump met en doute le vote postal, ça fait des semaines qu'il dit si je perds, c'est parce que il y aura eu des fraudes au niveau du vote postal. Il sait ce qu'il fait. Il sait qu'il pourrait sauver la face, même s'il ne gagne pas forcément l'élection, en disant à ses soutiens « Mais vous voyez bien que j'ai gagné, vous voyez bien qu'au début de la soirée, je gagnais. » Et puis, on a vu que les votes par correspondance, qui sont frauduleux, m'ont fait perdre. Et donc, il faut, dans l'esprit de la gauche américaine, il faut absolument tenir tête pendant la soirée, ne pas laisser les premiers résultats décourager ou ne pas laisser les républicains déclarer victoire trop tôt et attendre d'avoir compté tous les votes. Et on s'attend à ce que dans ce décompte des votes, il y ait énormément, mais réellement bulletin par bulletin, énormément de contentieux juridiques entre les deux parties qui s'adressent aux tribunaux pour annuler tel ou tel bulletin qui serait considéré nul. Donc, on pourrait vraiment attendre longtemps, avec toutes les conséquences que ça peut avoir pour la légitimité du scrutin et l'union déjà bien amochée de la population américaine. On pourrait attendre bien longtemps pour avoir ces résultats. Et plus l'élection est serrée, plus on va attendre le résultat définitif. Et ce que l'on espère des deux côtés, c'est une victoire suffisamment franche pour qu'elle soit indiscutable. C'est malheureusement pas l'issue la plus vraisemblable vu l'état de la politique américaine. Alors une fois qu'on est au bureau de vote, comment ça marche pour voter réellement? Quelles sont les conditions pratiques et logistiques? Traditionnellement, on n'avait pas besoin de présenter une pièce d'identité. On donnait son nom, que l'assesseur vérifiait contre une liste électorale, on signait, et puis voilà. Mais depuis quelques années, il y a de plus en plus, dans un certain nombre d'États, et notamment d'États tenus par les républicains et d'États du Sud, des règles et des lois de plus en plus strictes pour exiger la présentation d'une pièce d'identité au moment d'aller voter. Et si nous, ça ne nous paraît pas si absurde que ça, puisque nous votons bien avec notre pièce d'identité, aux États-Unis, ça a vraiment été perçu comme une technique pour éloigner des isoloirs les populations les plus marginalisées, les populations pauvres, les populations noires, et une technique qui a été beaucoup utilisée par les républicains pour éloigner des électeurs qui ont tendance à voter plutôt démocrate. Alors je vous explique pourquoi. D'abord, il n'y a pas aux États-Unis de carte nationale d'identité telle que nous l'entendons. Généralement, pour justifier de son identité, on présente son permis de conduire. Mais pour cela, il faut conduire. Donc vous allez déjà avoir des personnes âgées qui vont être exclues de ça, qui ne conduisent plus.
des populations urbaines, des pauvres. Aux États-Unis, ce sont les pauvres qui prennent les transports en commun, notamment le bus, sauf dans quelques grandes villes comme New York où tout le monde prend le métro, mais le bus, c'est vraiment le moyen de déplacement des pauvres. Donc, ces populations-là, déjà, n'ont pas de permis de conduire. Environ 40% des Américains ont un passeport, donc ça laisse 60% qui n'en a pas. Et donc, toutes ces populations-là, il leur faut une pièce d'identité. Alors, bien sûr, dans les États où il faut une pièce d'identité pour voter, il est désormais également possible d'obtenir une pièce d'identité de l'État sans conduire. Mais obtenir cette pièce d'identité, outre le fait qu'il faut faire cette démarche et que les électeurs qui sont les plus éloignés de la politique ne vont pas forcément faire cette démarche, qui prend du temps, qui exige de prendre une demi-journée de congé, beaucoup de choses qui ne sont pas forcément disponibles ou possibles pour les populations les plus pauvres ou les moins lettrées. En plus de tout ça, il peut y avoir un certain nombre d'obstacles à obtenir les pièces d'identité. Des personnes avec des noms à consonance étrangère vont être plus surveillées. On va leur demander de vraiment justifier de leur citoyenneté américaine, ce qui n'est pas toujours évident parce que tout le monde n'a pas les papiers qu'il faut, notamment chez les populations les plus âgées. Il faut pouvoir avoir un extrait d'acte de naissance et si on est né dans les années 40 dans le Mississippi, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc, des obstacles qui font que beaucoup de démocrates estiment que leurs électeurs sont éloignés des isoloirs. Les républicains expliquent, eux, que ces lois ont été mises en place pour éviter la fraude électorale, sachant qu'il n'y a, pour l'instant, dans la statistique, aucune preuve d'une quelconque fraude qui serait statistiquement significative et qui pourrait avoir le moindre impact sur les résultats d'une élection, et même une élection serrée. Voilà, donc cette exigence d'une pièce d'identité, c'est vraiment vu comme manière de mettre des bâtons dans les roues aux électeurs qui ne voteraient pas forcément pour leur parti. Et c'est quelque chose que j'avoue, je ne comprenais pas au début, parce que ça ne me paraissait pas vraiment si compliqué que ça, que d'avoir une pièce d'identité. Mais il faut vraiment comprendre que ça ne fait absolument pas partie de la culture américaine, que l'idée de présenter un papier d'identité à un policier qui vous demanderait vos papiers, c'est complètement absurde, alien. C'est juste absolument pas dans la culture. On présente son permis quand on se fait arrêter au volant. On se fait fouiller par la police quand on est arrêté dans la rue et surtout quand on est un jeune homme noir. Mais on ne présente pas une pièce d'identité. Voilà, donc je voulais vous montrer que la manière dont on vote, le jour où on vote, le fait de voter par la poste ou en personne, le fait de voter dans un État qui exige une pièce d'identité ou non, ça peut avoir un réel effet sur qui vote et quels votes sont comptés et à quel moment et comment les résultats vont apparaître au début de la soirée du 3 novembre et au fur et à mesure de ce qu'on appelle désormais la semaine des élections, parce qu'on ne s'attend vraiment pas à avoir des résultats définitifs le 3 novembre, sauf raz-de-marée. Et on n'imagine pas réellement un raz-de-marée parce que Joe Biden est devant dans les sondages, mais on se méfie énormément des sondages qui nous ont tous piégés en 2016. Et on n'imagine pas non plus un raz-de-marée pour Donald Trump aujourd'hui, étant donné sa situation, pour le coup, dans les sondages. Voilà, donc ça risque d'être plutôt serré. Je m'arrête là aujourd'hui pour ce qui est de la logistique du scrutin présidentiel américain, mais c'est un sujet que je vais traiter en 2 parties, et la prochaine fois, je vous parlerai de la carte électorale américaine, de fédéralisme, de gerrymandering, et de pourquoi les institutions américaines s'éloignent de plus en plus de l'opinion américaine. Je m'appelle Isabelle Rougol et vous écoutiez l'AVF, une production One Lane Bridge, musique par Diala. À bientôt!